Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Dans cet épisode, nous abordons un sujet sensible mais essentiel, les limites de l'inclusion dans l'accompagnement en maison de naissance. Aux côtés de Bleuhen, sage-femme en maison de naissance, nous explorons les critères d'inclusion et d'exclusion ainsi que leur impact sur le suivi de grossesse, l'accouchement et le postpartum. Nous évoquons aussi la manière dont ces critères peuvent varier d'une structure à l'autre, notamment en fonction du partenariat établi avec la maternité partenaire. Au-delà des aspects médicaux, la discussion s'ouvre sur la prise en compte des singularités, situations individuelles, besoins spécifiques ou choix de vie. Comment conjuguer sécurité, cadre réglementaire et inclusion réelle dans un lieu qui se veut accueillant pour toutes et tous. Un échange nuancé pour comprendre où et pourquoi se situent ces limites et comment les équipes tentent au quotidien de faire de chaque accompagnement une rencontre respectueuse et ajustée. Aujourd'hui, Bleuhen nous invite à réfléchir avec sincérité et sensibilité à ce que signifie accompagner toutes les naissances. Bonjour Bleuhen. Bonjour Julie. Bonjour Bleuhen. Bonjour Capucine. On est très contente de te revoir 2 ans après, presque jour pour jour. Oui, en effet, il y a 2 ans, on a eu la chance de te rencontrer et de te suivre dans les locaux de Doumaya, à l'occasion du coup de notre épisode pilote, notre épisode 0 qui a entamé toute cette aventure de podcast et qui était consacré du coup à la visite intégrale d'une maison de naissance et de toutes les pièces qui la composent, le matériel, etc., pour ceux que ça intéresse. Cette fois-ci, tu vas pouvoir nous parler un peu plus de toi et de ta pratique. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Oui, donc moi je m'appelle Bleuhen, j'ai 34 ans depuis vraiment pas longtemps et j'habite à Castres dans le Tarn. J'exerce à la maison de naissance Doumaya en tant que sage-femme depuis 2021, ce qui veut dire que ça fait 4 ans maintenant. Et j'habite avec ma compagne Clémentine. Pour cette thématique, on a voulu se pencher sur une question qui traverse de nombreux témoignages qu'on a pu recueillir dans notre podcast. C'est jusqu'où les maisons de naissance peuvent-elles vraiment être inclusives ? Parce qu'évidemment, quand on parle d'inclusivité, ça sous-entend aussi l'exclusivité. Et on a beaucoup entendu parler des critères rédhibitoires, mais aussi de toutes les facettes positives de ce que peuvent accueillir les maisons de naissance. Elles offrent un accompagnement individualisé qui est souvent décrit comme profondément humain, mais pourtant, tout le monde ne peut pas y accoucher. Les critères de sélection, les exclusions liées, que ce soit au suivi médical ou aux aléas d'une grossesse, soulèvent un certain nombre d'interrogations qui sont assez importantes sur l'accès à ces lieux et sur le sentiment d'appartenance aussi que ça suscite. On a choisi donc de t'inviter aujourd'hui pour discuter de tout ça et peut-être ensemble des éventuelles pistes d'évolution ou en tout cas réfléchir à ce qui pourrait finalement être possible pour ces lieux d'accueil si précieux. Avant de faire un point sur ton parcours et ton lien aux maisons de naissance, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'est une maison de naissance ? Pour moi, une maison de naissance, c'est un lieu qui est géré par des sages-femmes qui vont accompagner tout au long de la grossesse les familles qui décident d'y être suivies et d'y accueillir leur enfant, et qui va aussi être un lieu de vie. Nous, à Doumaya, on a particulièrement à cœur notamment que les usagères aient une part active dans son fonctionnement. Ils proposent des ateliers et des temps de rencontres et d'échanges pour créer du lien entre les familles dans cette période si particulière qu'est la grossesse et le postpartum. Avant d'entrer dans la thématique du moment, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, où tu as étudié et comment t'en es arrivée au métier de sage-femme ? Du coup, je vais répondre dans l'autre sens. D'abord, comment j'en suis arrivée au métier de sage-femme ? J'étais pas partie pour faire ça forcément. En fait, j'ai choisi sage-femme parce que j'étais un peu sûre que c'était un métier où dans tous les cas, ce serait utile. Et que, adolescente, j'étais très consciente que tout risquait de s'effondrer. Et comment, si je faisais ça, on me donnerait des patates en échange.
Et c'était vraiment quelque chose de très clair chez moi, que dans tous les cas, il allait falloir qu'il y ait des sages-femmes dans la société et que être du côté des femmes pour les accompagner dans leur santé, c'était essentiel. Et que même si la monnaie s'effondrait et que tout le système tel qu'on le connaissait s'effondrait, ça servirait à quelque chose. Ceci étant, j'ai choisi d'aller faire mes études en Belgique parce que le système d'études par la première année de médecine en France, je sentais qu'il allait vraiment être très destructeur pour moi et que la façon dont on se formait et dont on exerçait me parlait pas particulièrement. Et j'avais très envie d'aller étudier ailleurs en Europe. Donc j'avais regardé l'Espagne, la Suisse et la Belgique. Et finalement, je suis allée à Bruxelles étudier. Et j'ai aucun regret de ça parce que c'était des super études et une super approche. Pour le dire en 2 mots, c'est une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire notamment toutes nos comptes rendus de situation ou rapports de stage étaient à chaque fois divisés en 3 volets, biopsychosocial sur toutes les situations de patientes. Et là où parfois on peut dire qu'en France elles sont très formées, c'est la formation européenne, alors que toutes les formations européennes sont équivalentes, ce qui permet d'aller exercer dans un autre pays. En France, elles sont très formées à la pathologie et au médical. C'est là où c'est le plus poussé. Ok. On a déjà pu l'entendre en effet de certaines sages-femmes, à la fois françaises ou d'autres qui ont pu exercer dans d'autres pays. Mmh. Est-ce que tu as fait des stages et si oui, dans quel type de structure? Oui, alors j'ai fait des stages en Belgique dans différents hôpitaux, l'équivalent de différents niveaux hospitaliers en France. Comme j'étais à Bruxelles, j'ai été dans les grands hôpitaux de la capitale, mais aussi dans des plus petits. J'ai aussi été en province wallonne, donc plus dans la campagne, notamment proche de la frontière française, dans une clinique qui pratiquait beaucoup les accouchements dans l'eau. Il y avait beaucoup de Ok. Françaises qui venaient donner naissance là. Et après, je suis partie à Mayotte pour un stage aussi de 3 semaines. Et j'ai fait un Erasmus en Estonie, Ok. où je suis partie 3 mois. Et ça a vraiment été très, très formateur parce que c'était une toute autre façon d'accompagner les familles. J'y ai vu toutes les péridurales déambulatoires, des chambres dans la maternité où il y avait des grands lits de place et où Ok. il n'y avait pas de sonnette, mais le conjoint ou la conjointe se levait et venait nous chercher quand il y avait besoin, où dormaient papa, maman et bébé dans la même pièce. C'était vraiment réfléchi différemment comme approche des soins. Et c'était vraiment passionnant parce que je me suis rendu compte de toutes les limites qu'il y avait dans Oui. nos façons de faire. Et là, ce dont tu parles là, les lits, doubles et tout ça, c'est contexte maternité? Ouais, OK. mais contexte salle de naissance, c'est aussi là où on m'a dit: «En fait, il faut que tu apprennes à tricoter». Ça fait partie du métier de sage-femme que de savoir tricoter et de te canaliser pendant un accouchement pour ne pas passer OK, ton temps à être auprès des gens, à leur mettre la pression. Fais-leur confiance qu'ils viendront te chercher s'il y a besoin. OK. Et sinon, tu y vas à intervalle fixe pour checker, mais tranquille. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on m'avait jamais appris ça dans mes études. À moi aussi réguler mon niveau de préoccupation que je pouvais avoir sur ce qui se passait. Ouais. Je demandais au cas où que ce soit justement des structures alternatives pour être bien sûr d'avoir compris que c'était malgré tout en maternité que ça puisse avoir lieu. C'était le grand hôpital de Tallinn, la OK, Ah capitale oui. de l'Estonie. ça marche. Et est-ce que tu as exercé dans d'autres structures avant de rejoindre la maison de naissance où tu travailles aujourd'hui? Oui, quand j'ai été diplômée, j'ai fait de l'intérim à Bruxelles et les sages-femmes en Belgique, on peut travailler en néonatologie. Donc j'ai travaillé dans différentes structures plus classiques des sages-femmes, maternité, hospitalisation des grossesses à risque et salle de naissance. Et puis après, j'ai été en contrat en néonatologie, ce qui était très intéressant sur le volet de l'accompagnement des parents dans ce moment-là. Et moi, ce que j'ai adoré à travailler dans les hôpitaux bruxellois, c'est notamment la diversité sociale qu'on accompagnait d'une capitale européenne. Ouais. Et pas n'importe laquelle, Bruxelles en plus. Ah, c'est clair. Oui. Donc j'ai travaillé là un temps, j'ai été diplômée en juin 2015 et ça j'ai travaillé dans ces services-là jusqu'en mars 2016 et après je suis rentrée en France et là j'ai dû un peu cheminer parce que j'avais décidé que je travaillerais jamais en France. Pendant mes études, j'avais exercé en tant qu'auxiliaire de puériculture l'été et vraiment j'avais vu ce que c'était le métier de sage-femme en France et je me suis dit ouf, je crois que ça me tente pas. Et en fait, j'ai été travailler comme sage-femme de protection maternelle et infantile Ok. en Sarthe et ensuite en Loire-Atlantique. Et mon objectif était de travailler en centre de santé sexuelle. Ok. Et donc, j'ai eu le concours de la fonction publique territoriale. J'ai été exercer au centre de santé sexuelle de Haute-Garonne à Toulouse. Et le Covid est arrivé. Et le centre a fermé. Et Ah je oui. me suis dit, Ah! mince! Pour moi, le service public, on restait ouvert quoi qu'il en coûte parce qu'on
était centre de référence pour les femmes victimes de violences. J'allais dire particulièrement dans ce contexte. Et pour la contraception d'urgence et pour voilà, toutes ces choses-là. Donc j'ai trouvé ça rude et surtout j'étais très frustrée parce que mes collègues sages-femmes libérales, elles pouvaient continuer d'exercer. Voilà, donc j'ai pris une disponibilité et je suis venue à la maison de naissance parce que ça faisait vraiment sens à ce moment-là pour le coup. J'ai longtemps réfléchi, hein, parce qu'une fois qu'on est sage-femme fonctionnaire, Oui. surtout quand on s'est beaucoup battu pour réussir à avoir ce statut, c'était pas si simple. Mais à ce moment-là, quand l'opportunité de la maison de naissance s'est faite, je me suis dit ah mais voilà, j'avais fait une croix sur les naissances parce que je voulais pas les accompagner à l'hôpital. Je me voyais pas faire de l'accouchement à domicile toute seule, c'était trop lourd. Et là, il y a à la fois l'équipe, à la fois l'accouchement respecté et l'accompagnement des familles là où elles en sont et comme c'est possible, allons-y. Et aucun regret, ça fait 4 ans, c'est super. C'est chouette. Et du coup, tu parles des maisons de naissance naturellement là, mais tu connaissais déjà avant, depuis longtemps? Comment t'as entendu parler des maisons de naissance? En Belgique, il y a des maisons de naissance. Ouais. J'y ai pas fait de stage, mais du coup, ça faisait partie du paysage de l'offre de soins obstétricales pendant toute ma formation. J'ai des camarades de promotion qui ont fait leur mémoire sur les maisons de naissance belges et du coup, je savais que c'était quelque chose qui existait. Là où aujourd'hui, dans l'entretien prénatal précoce, on va le proposer comme lieu possible de naissance, ça semble très nouveau en France depuis que les maisons de naissance existent. Mais pour nous, c'était évident. Oui. Comme d'ailleurs sur le sujet de l'inclusivité dont on va parler aujourd'hui, il y avait plein de choses qui étaient évidentes en Belgique, notamment parce qu'existait la PMA pour les couples de femmes depuis déjà des années. Donc en maternité, en suivi de grossesse, elles étaient là depuis le début de mes études. Oui. Est-ce que tu aurais eu possibilité de faire un stage en maison de naissance? Je demande parce qu'on a déjà eu des invités qui ont fait notamment leurs études en France et où était questionné le fait de faire un stage hors milieu hospitalier. Je voulais savoir, du coup, vu que ça fait partie du paysage et qu'il y avait des mémoires, du coup, est-ce que les stages étaient tout autant soutenus? Oui, j'aurais tout à fait pu en faire parce qu'on avait ce qui s'appelait des stages au choix tous les ans et c'est dans ce cadre-là que je suis partie à Mayotte. Mais je me rappelle que c'est notamment dans ce cadre-là que je suis allée découvrir l'exercice libéral en France. Parce que c'est pas du tout une partie du métier qui existe en Belgique quand on est sage-femme, du moins surtout l'accompagnement gynéco et plein d'autres choses. Donc j'avais plus à cœur d'aller voir qu'est-ce que mon diplôme allait me permettre de faire d'autre que ce à quoi on me formait. Ok. Presque la maison de naissance, c'était tellement classique en Belgique Ouais. que ça m'appelait moins. Oui, je comprends, ouais. Mais tu as eu besoin de faire le tour un peu du truc avant. Bah, j'avais besoin de me motiver pour tenir jusqu'à mon diplôme, parce que c'est quand même pas des études faciles, voire particulièrement rudes. Donc il me fallait des motifs de ça vaut le coup de s'accrocher. Oui. On pourra faire plein de trucs chouettes après. Et comme les naissances physiologiques, c'était en fait la majorité de ce que je voyais, parce qu'en Belgique, on est beaucoup plus proche du respect de l'accouchement physiologique. Bah, c'était déjà là. Oui. Mmh. C'est évident, quoi. Maintenant qu'on a fait le tour un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené, à exercer en maison de naissance, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure et comme tu viens de le rappeler, on va parler donc, de tout ce qui fait qu'on peut accueillir ou pas un projet en maison de naissance. Et quand on parle, donc de maison de naissance, on parle beaucoup, d'inclusivité, du fait que c'est centré sur, l'écoute et la personnalisation du suivi, notamment grâce à l'accompagnement global à la naissance. Qu'est-ce que cette notion d'inclusion signifie pour toi dans ce contexte de maison de naissance? Je pense que l'inclusion dans les soins, c'est pour moi plus facile à définir plus largement qu'en maison de naissance parce que c'est la même chose à la maison de naissance que ce qui se passe à mon cabinet et ce que j'aimerais dans un monde idéal qui se passe partout dans les espaces de soins, c'est d'aller accompagner les gens de là où ils partent, de là où ils en sont, avec ce que vont être leurs forces et aussi leurs vulnérabilités et d'essayer de leur proposer le parcours de soins qui va être le plus juste et qui va permettre de les amener à la meilleure santé possible, pour le dire Ouais. comme ça. OK. Ou à la situation qui va être pas forcément la plus sécuritaire, parce qu'en parlant de plus sécuritaire, peut-être on irait tous accoucher dans des CHU niveau 3 où il y a le maximum de techniques, mais où en tout cas qui les amène à être le plus satisfaits ou le mieux accompagnés avec ce qu'ils ont besoin. Oui, après nous, dans les interviews, beaucoup de femmes, voire de sages-femmes, parlent aussi de la sécurité, morale, émotionnelle, en fait, qui fait que c'est juste ce que tu dis. On peut voir la sécurité au sens, prévention médicale, au cas où qu'il y ait un stress, ou une patho ou quoi, mais il y a aussi, en fait,
justement cette sécurité, qui est apportée par, le lien, fort, de confiance dans le temps, la connaissance du dossier et tout ce que tu viens de dire. Au niveau de la spécificité du suivi, si chacun se dit: «On me prend comme je suis et on m'amène là où je veux, Mmh. en me donnant toutes les clés pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles», c'est en tout cas, je pense que Capucine partage mon avis, une très grande forme de sécurité. Oui, et je pense aussi que ça va permettre à chacun de trouver sa place et de faire ses choix. C'est-à-dire que, particulièrement quand on est, membre d'une minorité qui peut être discriminée, que ça soit par un problème de santé, par un handicap, ou autre, bah, on a vécu la discrimination pendant longtemps. Ouais. Et donc aller dans un lieu où on a tendance à travailler de manière très protocolisée, sans forcément faire du suivi, particulièrement individualisé ou prendre le temps de comprendre de quoi ont besoin, les patients et patientes. Ça peut être, une forme de violence qui est quand Ouais. même, difficile et qui peut réactiver des vécus compliqués ou traumatiques. Et je pense que, justement, la force à la maison de naissance, c'est que le parcours individualisé, il fait qu'on se pose et discuter de là où en sont les gens, c'est essayer de comprendre c'est quoi leur histoire, c'est quoi notamment ce qui a pu être difficile dans leur histoire et comment là, à l'approche de l'agrandissement de la famille et de l'accueil d'un nouvel individu, qui est quand même, un gros challenge dans une vie, on peut essayer ensemble de réfléchir à comment faire pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. J'avais vu une, thématique, sur, justement les violences, mais du coup, plus, on va dire, sexuelles, corporelles, Mmh. gynécologiques et cetera. Mais comme tu dis, en fait, il y a énormément aussi de formes de trauma ou de violences, de discrimination qui ont pu être vécues et qui laissent tout autant de traces et qui peuvent notamment être réactivées dans le contexte, de la grossesse et de l'accouchement parce que ça vient rebattre toutes les cartes, en fait. Pour aborder tout ça, il fallait bien qu'on classifie un peu toutes ces questions parce qu'en vrai, c'est très vaste comme sujet. Donc pour commencer, on va, se concentrer un peu plus sur les critères d'éligibilité et on en a entendu parler à de nombreuses reprises dans nos interviews. C'est d'ailleurs sujet souvent à stress chez les femmes et les couples de dire: «Est-ce que déjà je vais être accepté? Puis est-ce que mon parcours va faire que je vais pouvoir aller au bout et même le jour J, au bout du bout?» C'est vraiment des questions, récurrentes, des stress récurrents et donc en fait, est-ce que tu pourrais me dire comment les maisons de naissance fonctionnent avec ces critères médicaux qui sont assez stricts pour garantir que malgré tout une forme de sécurité, comme on vient de le dire? Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment ils ont été définis et du coup appliqués? On sait que toutes les maisons de naissance n'ont pas strictement les mêmes critères parce que c'est aussi lié à la maternité avec laquelle ils sont partenaires, mais globalement, il y a quand même des normes communes, il y a des choses communes, vu que ça reste nous évidemment, on parle que des maisons de naissance du territoire français. Il y a des variantes, mais est-ce que tu peux, voilà, nous dire globalement un peu, comment tout ça s'est mis en place? Alors ça, c'est un gros travail qu'on essaye de mener aujourd'hui au niveau du collectif des maisons de naissance Mmh. pour faire en sorte que les critères d'éligibilité ils soient harmonisés entre les différentes maisons de naissance et qu'on puisse partir sur les mêmes bases parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses différences et que aussi ça nous questionnait. Je peux parler de comment ça s'est passé à la maison de naissance d'Oumaya et comment on fonctionne. En fait, il y a un document qui existe, qui a été créé par la Haute Autorité de Santé, qui définit notamment le type de suivi proposé pour une grossesse en fonction des situations. Et OK. donc que ça soit un suivi sage-femme seule, si tout est ouvert en gros et que la grossesse est physiologique et se passe bien. Un suivi qui nécessite l'avis d'un gynécologue obstétricien, mais si l'avis est OK, ça n'empêche pas un suivi sage-femme. OK. Et un suivi qui doit être mené par un gynécologue obstétricien. Donc déjà, ça, c'est un document ressource qui est utile à toutes les sages-femmes parce que même quand on n'exerce pas en maison de naissance mais en cabinet et que les patientes vont accoucher à l'hôpital, bah en fait, moi régulièrement, je le rouvre et je me dis attends, Ouais, telle OK. situation, ça va où? Donc ça donne déjà des éléments de réponse et ça, c'est national. Après, la maison de naissance, elle a en effet établi en partenariat avec l'hôpital auquel on est adossé des critères d'éligibilité auxquels on va faire référence dans plein de situations. Là, récemment, on a des nouvelles collègues qui arrivent à la maison de naissance, qui font notamment les premières rencontres avec les couples qui viennent et qui sont intéressés. Donc, c'est un sujet qu'on rediscute beaucoup et qu'on rediscute en permanence parce que chaque nouvelle situation qu'on rencontre, on dit, en fait, là, on avait noté ça. Exemple très récemment, sur un antécédent d'herpès. Un antécédent d'herpès génital, où s'il y a une récurrence pendant la grossesse, c'était immédiatement réorientation et pas de suivi en maison de naissance. Ouais. Et en fait, la loi des séries fait que souvent, ça arrive en série.
Et que là, vraiment, on s'est dit, en fait, c'est trop dommage. Éventuellement, c'est des personnes qui ont déjà accouché physio, voire qui ont déjà accouché à la maison de naissance. On s'est renseigné, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre maison de naissance qui avait mis en place un protocole très clair sur la façon de prendre en charge l'herpès. On a fait des recherches pour bien asseoir notre argumentaire là-dessus et on l'a discuté avec l'hôpital en disant, voilà, à partir de maintenant, on va proposer aux patientes qui présentent une récurrence d'herpès pendant la grossesse ce traitement. L'arbre décisionnel qu'on a mis en place, c'est celui-là. Voici nos sources. Et si jamais ça suffit le traitement qu'on met en place, ben, elles pourront accoucher à la maison de naissance. Ce qui est quand même une nette évolution parce que ça fait depuis l'ouverture que s'il y avait la moindre récurrence, c'était niette, quoi. Et ils ont été d'accord, direct ou ça a été sujet à discussion? Enfin, est-ce que les sources sont convenues, le Oui, parce qu'en protocole? fait, c'est argumenté, c'est scientifiquement valide. C'est une décision qui nous appartenait aussi sur notre fonctionnement. OK. C'est-à-dire, voilà. Oui, Et je finalement, ils pense sont pas que 100 décisionnaires des évolutions de vos protocoles? non. OK. Et je pense que s'appuyer sur le fonctionnement d'une autre maison de naissance, c'est aussi très aidant. De Mmh. dire, c'est en discutant au sein du collectif qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient un protocole, qu'ils nous ont envoyé, voici leur protocole, donc du coup, nous, on a fait le nôtre. Faut aussi être transparent sur nos façons de faire évoluer. Oui et puis ça montre aussi qu'en effet, il y a, d'autres équipes dans d'autres maternités de France, qui, sont ouverts à ça donc c'est aussi comme ça, je pense que les sociétés évoluent. C'est ça. Ça me rappelle l'épisode de Charlotte dans la thématique hors MDN qui avait dû accoucher du coup chez elle à cause d'un cas comme ça notamment. Et du coup, si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode de 69 qui est sorti avant l'été et qui parle du coup du fait qu'elle a dû changer son projet et accoucher ailleurs comme maison de naissance. En tout cas, là, on parle un peu de manière, théorique, mais la question aussi qu'on s'est posée, c'est en tant que sage-femme, alors tu peux répondre pour toi, mais aussi je pense que ça génère des discussions au sein des équipes, donc tu peux aussi porter un peu, des pensées qui ont traversé des échanges avec tes collègues. Comment est-ce qu'on vit le fait d'avoir à exclure des gens, des projets, des femmes, des couples et des familles dû à ces critères et parfois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas dès le départ, mais ça survient plus tard et des fois très tard dans la grossesse. Comment, ça se vit ça en tant que sage-femme dans ce contexte? Bah, je pense que ça dépend énormément des situations et forcément toujours aussi du lien qui s'est créé avec les patientes. Côté situation, si une patiente arrive et il y en a qui nous contactent très tôt dans la grossesse quand elles viennent juste de faire le test urinaire, tu vois, et qu'en fait on se rend compte à la première échographie que c'est une grossesse gémellaire, c'est Oui. clair comme décision. Et c'est pas pour moi difficile à vivre parce que je sais que le meilleur endroit où elle va accoucher avec sa grossesse gémellaire, c'est à l'hôpital. Enfin, ou si c'est pas à l'hôpital, en tout cas, c'est pas avec nous à la maison de naissance. OK. Ça nous mettrait en danger et elle aussi éventuellement. Enfin, c'est pas les bonnes conditions pour accompagner ça. Quand à l'inverse, c'est une patiente qui a, disons, accouché d'un premier bébé physiologiquement à la maison de naissance ou à l'hôpital ou à la maison ou que sais-je, et qui au deuxième a eu une hémorragie de la délivrance massive, genre de plus de 2 litres, eh bien, elle n'est plus dans les critères d'inclusivité pour venir accoucher à la maison de naissance. Pour un troisième. Ouais. Ok. Même moins de 2 litres, hein, tu vois, quand je dis 2 litres, je vois que tu c'est un peu parce que oui, ça fait beaucoup. Mais je veux dire, même si c'était moins, du coup, ça va plus être possible pour elle d'accoucher physiologiquement parce qu'il y aura eu cette grosse hémorragie. Et c'est prouvé que ça récidive, C'est à risque. d'accord. Mais en fait, là où moi, des fois, tu vois, intérieurement, ça me fait un peu rager. Je me dis: «Mais regardons le contexte. Est-ce que, cet accouchement, c'est pas parce qu'il a été médicalisé que donc il y a eu des interventions iatrogènes qui ont pu générer des réactions au niveau du corps qui faisaient qu'il y avait moins d'ocytocine parce qu'on était dans une prise en charge interventionniste? Mmh. Du coup, elle a moins sécrété d'ocytocine à la délivrance. Du coup, elle a pas complètement délivré ou l'utérus était plus mou après, donc elle a saigné. Et OK. si en fait on avait eu cet accouchement dans un contexte 100% physio, ça se trouve elle aurait pas saigné. Ouais. Or, elle n'a plus la possibilité de revenir. Et ça, vraiment, c'est des situations qui sont difficiles parce que j'ai l'impression que c'est des fois le système qui l'a créé Ouais. plus que la réalité médicale de son histoire à elle. Ça, c'est sur le versant des situations. Sur le versant des liens aux patientes, bah, c'est parce que forcément, on a aussi une affectivité qui se développe dans les personnes qu'on accompagne, notamment quand on travaille depuis plusieurs années au même endroit et qu'il y a des patientes qu'on suit, que ce soit pour de la gynéco ou pour des grossesses précédentes, qui là vont avoir quelque chose dans cette grossesse qui fait que bah, ça va pas être possible de les accompagner. Que ça soit un diabète qui se développe sur cette grossesse-là et qui doit être insuliné et qui fait que c'est pas possible de rester à la maison de naissance. Bah, ça, c'est aussi des fois difficile Ouais. de se dire en fait mince, c'est pas gérable pour nous. Ouais.
Et du coup, elles réagissent comment, les personnes à qui vous annoncez que c'est plus possible en général? C'est un gros sujet Ouais. qui est souvent déjà pas facile pour nous. C'est toujours une décision qui se prend en équipe. Peut-être rapidement faire un topo sur comment ça se prend ces décisions aussi, Ouais. parce que ça peut être intéressant. En fait, quand on ouvre les dossiers avec les familles, on prend le temps de faire le check de tous les antécédents médicaux, de faire le point globalement. Et ensuite, on en discute à notre réunion mensuelle d'équipe. Et à ce moment-là, vraiment, on met les choses à plat où moi qui suis pas sage-femme référente et qui fais pas de suivi, j'ai particulièrement à cœur d'avoir ce rôle de dire: «Oui, mais alors attends, là, par rapport à cet antécédent, est-ce qu'on a le courrier de l'endocrino? Tu dis que là, il y avait eu des explorations cardio. Est-ce qu'on a le courrier du cardio qui dit que Ouais. c'est bien d'accord pour qu'il y ait un suivi en maison de naissance?» Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des aspects, médicaux, mais il y a aussi une grosse partie qui est les aspects relationnels. Ouais. Donc en fait, est-ce que, vous sentez que c'est fluide et que ça va le faire dans le suivi? Est-ce qu'on peut travailler en confiance? Est-ce que matériellement, si vous me dites qu'ils habitent à 1 heure de route et qu'ils ont pas le permis et qu'il y a pas de moyen de venir en transport en commun, Oui. est-ce qu'il y a une communauté de soutien autour qui est, fiable et où c'est organisé? Enfin voilà, il y a toutes Ouais. ces discussions-là, qui sont d'autres questions encore que les critères, médicaux. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, à l'issue de cette réunion-là, soit on se dit: «OK, on valide» ou on met en suspens le temps d'éclaircir certains points ou d'avoir des courriers médicaux, ou on se dit: «Bon, en fait, ça sert à rien qu'on laisse suspendue cette décision, on sent bien que ça va pas le faire», que ça soit pour un critère médical et là, presque, c'est facile. C'est plus difficile quand c'est pour une histoire, d'interpersonnel et de se dire: «C'est nécessaire que tout le monde soit en confiance et soit serein pour que ce suivi roule et pour qu'à l'accouchement surtout, ça se passe bien». Et dans ce cas-là, on décide en équipe que ça va pas pouvoir se poursuivre et on discute de comment et qui va l'annoncer, aux personnes et comment on se rend disponible les unes aux autres pour que celles qui l'annoncent, des fois ça va se faire à 2 du coup, Ah ouais, lors de la ça consultation, arrive? si nécessaire. Ouais, ça arrive. Ou en tout cas être sûr qu'en backup, il y ait une autre collègue pour débriefer juste après l'annonce. OK. Là, ça m'est arrivé, récemment d'une collègue qui a annoncé que le suivi s'arrêtait et moi, j'avais prévu un temps à être à la maison de naissance à faire, de l'administratif pour qu'ensuite on puisse en discuter parce qu'on savait que ça allait pas forcément être simple. Voilà, donc comment réagissent les gens? Parce que là, je vous ai plus répondu comment nous, ça se passe. C'est très variable. Il y en a qui comprennent très bien pourquoi, Ouais. notamment quand c'est des critères médicaux, Oui, encore j'allais une fois. dire, j'imagine le plus souvent, pour les critères médicaux parce qu'en Voilà. fait, Tu vois, un exemple, quelqu'un qui sait qu'elle a une vulnérabilité psychique et par exemple pour avoir eu, un certain nombre d'antécédents de dépression, du coup, on a une certaine vigilance à se dire: «OK et pour le postpartum, ça majore quand même le risque de dépression du postpartum». Si elle évidemment. habite loin, qu'elle va prendre un gîte pour accoucher à la maison de naissance, qu'ensuite elle va rentrer, chez elle à 1 heure et demie de route, que du coup on n'aura pas de suivi du postpartum au-delà d'une semaine, qu'elle a pas forcément de, réseau de soutien qui soit solide et qu'elle a pas forcément d'accroche avec une sage-femme dans le coin avec qui on puisse faire du lien et où on se dit: «OK, c'est des relations qui sont pérennes et qui sont durables et qui risquent pas de s'étioler, à la moindre difficulté», genre une dépression du postpartum qui est quand même, pas rien. Oui, oui. Bah, en fait, là, ça nous semble pas être, la bonne idée d'accompagner cette situation, alors même que peut-être la grossesse, ça va très bien se passer. L'accouchement aussi? L'accouchement aussi et on pourrait se dire: «Bah, nous, notre taf de la maison de naissance, c'est bon, c'est Ouais, fini là». Bah, non, en fait, notre travail, c'est aussi de faire de la prévention pour tout ce qui se passe après. Bon, que ça soit un motif en soi, ça, généralement, c'est pas le cas. C'est quand il y a d'autres choses autour, mais ça peut aussi, être mmh. suffisant si on sent qu'il y a une vraie vulnérabilité psychique qui est là. Parce qu'en fait, bah, tout ce qu'on peut essayer de mettre en place en prévention pendant la grossesse, s'il y a pas de suivi derrière, comment on va faire, quoi? Oui, c'est un peu la jetée dans la gueule du loup, quoi. Mmh. Surtout quand on voit les chiffres effarants là qui sont sortis, parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, hein, mais c'est vraiment, un sujet, le postpartum. Et du coup, je pense que la façon dont on tourne les choses, c'est vraiment de les remettre au centre, que notre décision, Ouais, on la prend pas pour se protéger, mais pour qu'elles trouvent la solution qui soit la plus adaptée dans leur situation et que peut-être c'est pas la maison de naissance et ça, c'est pas toujours facile à entendre, mais du coup, quand on tourne comme ça, notamment pour les conjoints, ça oui, permet plus facilement de l'entendre et de se dire: «OK, je comprends» et ça donne aussi des pistes sur vers où aller parce que c'est ça qu'on c'est ce que travaille du j'allais coup. dire. Toute la deuxième partie, c'est voilà, donc nous, ça va pas être possible de vous suivre pour ces raisons et on dit toujours: «On a décidé en équipe que», mais de dire ensemble, vous, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui vous semblerait le plus adéquat et quelles pistes vous avez à aller explorer.
Oui, je comprends, ça me paraît pertinent. J'imagine en plus que vous avez une certaine, disponibilité s'ils avaient besoin justement de reprendre un rendez-vous pour, explorer, de nouvelles pistes ou avoir, des contacts ou quoi? Je voulais revenir, oui, sur ce que tu disais que je trouve important. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait pas que ces antécédents, par exemple, psychiatriques, mais qu'il y avait tout un tableau et du coup, j'en profite pour le glisser, on l'a déjà dit dans plusieurs interviews, qu'il faut pas que les gens hésitent à venir proposer leur dossier puisque, c'est une étude, précise de leur cas et de tout, ce qui, font leur profil, en fait. Et du coup, je dis ça parce que si quelqu'un entend qu'il a fait plusieurs dépressions, il va peut-être se dire: «Bah, du coup, c'est mort, je m'inscris pas en maison de naissance» et du coup, ne pas hésiter à, essayer au risque de pas être, éligible, mais de savoir que la maison de naissance prend en compte, un ensemble de données et pas juste, une chose qui est arrivée à un moment, dans le parcours, précédent, quoi. Oui, je pense que c'est important de pas s'auto-exclure. Voilà, c'est Parce qu'en ça. fait, justement, nous, on est là, dans l'équipe, d'accompagnement pour, faire le point ensemble sur, les ressources, notamment. Mmh. Et il y a des choses, notamment d'ordre médical, où c'est carré, quoi. On a notre document, on sait que, bah, Ouais. si on a une césarienne, ça va pas le faire. C'est Mmh. un risque trop important. Il y a d'autres choses, notamment sur les vulnérabilités, psychologiques ou les antécédents psychiatriques, ça dépend, en fait. Mmh. C'est vraiment du cas par cas, donc pas de conclusion hâtive. Mmh mh. C'est l'intérêt de l'accompagnement personnalisé. Bah, c'est ça. C'est ce qu'on essaie de rappeler aussi, ouais. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, de quel effet ça vous fait ou quel effet ça peut avoir, sur les femmes, pour rentrer un peu plus dans, justement les émotions et l'impact concret que ça peut avoir sur ces femmes et ces couples éventuellement, hein, parce qu'on le sait, en maison de naissance, le conjoint a une grande place et comme tu dis, apporte ta part de compréhension et d'accompagnement, justement sur des suivis qui bifurquent à un moment donné. Comment tu accompagnes ou vous accompagnez les femmes, les couples, quand en fait, à un moment donné, un transfert ou une réorientation, doit avoir lieu. Là, on a parlé sur des critères un peu évidents, au long cours, mais quand on s'approche du terme ou le jour J, qu'est-ce qui est proposé justement, que ce soit au moment même ou éventuellement après coup? Parce que, l'idée n'est pas non plus, comme, tu le sous-entends, de lâcher les gens, et de les mettre seuls face à leurs, problématiques. Je pense qu'on essaye d'être le plus progressif possible. Bon, il y a un temps de l'annonce, tu vois, quelque part, Ouais, où on va dire aux gens: «Bon voilà, là, c'est un peu 2 choses, la réorientation et le transfert». La nuance qu'on fait nous, c'est de se dire: réorientation, c'est en cours de grossesse, par exemple pour une pathologie, oui, j'allais dire, là, on a plus parlé finalement de qui arrive, réorientation. ouais, Ouais. et le transfert, c'est en cours de travail. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, qu'on a débuté l'accompagnement à la maison de naissance avec, les contractions, l'accouchement qui approche et puis il y a quelque chose qui nous fait nous dire: «Là, il vaut mieux transférer, à l'hôpital à côté». Quelque part, la réorientation, on a plus le temps. Ouais, bah, oui, oui, d'office. Disons, on est en cours de grossesse, quoi. Et aussi, comme souvent c'est sur des critères médicaux, si ça n'a pas été au début, au moment vraiment où on décide de faire le suivi ensemble ou pas, ce qui est plus ce que Ouais, j'ai parlé, jusqu'ici quand on décide en équipe, bah, si c'est en cours de grossesse, on va faire le temps de l'annonce, on va discuter ensemble de comment c'est vécu, on va discuter ensemble des options et en effet, comme tu disais, on va rester disponible s'il y a besoin d'en reparler. Pour le transfert en cours d'accouchement, souvent, nous, on a nos clignotants qui s'allument progressivement au fur et à mesure de l'accouchement, qui nous font nous dire: «Bon, là, ça semble pas progresser, très, favorablement». Des fois, on se fixe des échéances aussi. On se dit: «Allez, mmh, si dans 2 heures ça n'a pas bougé, il va falloir aller à côté parce que c'est qu'il y a quelque chose qui se déroule pas, normalement» et donc souvent, on commence à en parler. À un moment, on se dit: «Bah, je vais commencer à parler de la possibilité de peut-être devoir aller à côté» parce qu'on va pas le faire au moment où on dit: «OK, je rentre oui, le brancard dans la pièce et le sauf, conjoint ou la conjointe, tu prends les sacs et on y va», parce que là, sauf cas extrême, bien de sûr. survie, mais et justement, je me demandais, est-ce que vous quand tu dis: «On commence à en parler», est-ce que c'est f au couple? Est-ce que c'est à la femme? Est-ce que c'est au conjoint Mmh. Alors éventuellement? ça arrive que ça soit, à l'accompagnant, accompagnante en dehors de la chambre. Oui, Et ça, souvent, c'est une première étape. Et des fois, du coup, ça s'arrête là. Parce que ça peut lui permettre de changer de mode aussi, de se dire: «OK, en fait, pour ma compagne, le projet d'accouchement physio en maison de naissance, il est tellement, important que là, on va mettre toutes les choses possibles» et peut-être si la fatigue avait fait que ou tout d'autres, raisons, bah, là, d'un coup, il va nous dire: «OK, mais qu'est-ce que je peux faire, du coup, pour ouais, peut-être ça va être que ça» déclencheur. voilà, ça va déclencher une autre, énergie, un autre mouvement ou peut-être ça va le remobiliser si il est ou elle l'est témoin. Sinon, ça va l'aider aussi à se préparer, de se dire: «Bon, bah, peut-être on va devoir envisager d'aller à côté»
parce que en dehors du moment où elle est avec ses contractions dans la pièce, avec l'accompagnant ou l'accompagnante, on peut parler en dehors plus librement et plus tranquille, aussi pour que ça processe un peu. Et que Oui. quand on en parle à la personne qui est en train d'accoucher, l'accompagnant à côté soit pas autant effondré Oui. et puisse être un peu soutien Soutenant, ouais. en ayant compris pourquoi on est en train de dire peut-être va falloir aller à côté. Ouais, je comprends. Alors de manière plus générale, là on va revenir, on va redézoomer, du jour de l'accouchement et être plus sur, grossesse, et accouchement. Est-ce que tu as déjà ressenti que vraiment ces moments de réorientation, d'exclusion, quel que soit le moment, même du coup en discutant j'imagine en postpartum, quand des fois il y a eu un transfert, Mmh. des fois tu as pas le temps de débattre sur, certaines situations, que ça pouvait créer des vrais, sentiments, d'injustice ou de mise à l'écart même? Malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, comme tu disais, que ce soit de manière progressive pendant le suivi, en prenant toutes les précautions possibles pour pas que ce soit, choquant. Il y a un certain nombre de nos invités qui, justement ont eu besoin de reparler, mais en général, c'est sur des cas de transfert, donc le jour J. Mais voilà, est-ce que ce ressenti, existe aussi, à tous les moments finalement et En effet, j'ai pas répondu à ce que tu me disais juste avant. On prend le temps de débriefer de comment ça a été vécu, que ça soit l'accouchement ou le transfert, mais le transfert particulièrement. Et on ouais, prend le temps plusieurs fois, parce qu'on sait que le cerveau, il retraite les infos, OK, et que c'est important de voir comment, plus à distance, ça a été fait. Là, depuis quelques temps, à la maison de naissance, on met en place aussi des séances postnatales de groupe, en faisant attention de créer des groupes où les vécus peuvent être un peu similaires. OK, Et notamment, là, moi, il y a 2 patientes que j'ai revues récemment, qui ont accouché, dans les derniers mois et qui ont fait la séance postnatale de groupe et je vois bien pourquoi ça peut avoir collé, vu leur histoire et en fait, elles me disent l'une et l'autre: «Ça m'a fait tellement de bien, cool. ce groupe où on a pu parler du transfert» et quand même ce que tu cites là, c'est ce qu'on pourrait appeler, le sentiment d'échec de son projet. Ouais. D'avoir eu le projet d'accoucher à la maison de naissance et d'avoir l'impression qu'on n'a pas réussi, qui peut être générateur d'une immense culpabilité. Mais ça, je pense que c'est pas qu'une histoire d'accouchement à la maison de naissance, ça peut être pour les femmes, qui se projettent à un accouchement sans péri à l'hôpital et qui prennent la péri, blabla, qui ont une césarienne alors que c'était Voilà, pas j'allais du tout dire leur même un idée. Enfin, projet ça peut péri qui être finit en césarienne, ce genre de voilà, choses, ça hein. peut être, beaucoup plus large que ça et ça, c'est un gros sujet en postpartum. Mais du coup, sur le transfert encore plus et quelque chose qui m'avait marquée, c'était, 3 personnes qui étaient suivies à la maison de naissance, à peu près en même temps et qui du coup, comme elles arrivaient, un peu dans la région, qui connaissaient pas grand monde, qui étaient devenues amies et qui ont accouché, à la suite et en fait, les 2 premières, elles ont été transférées et la dernière, nous, au sein de l'équipe, on se disait: «Elle va se conditionner à se dire qu'elle va être transférée, en fait, c'est aussi un premier bébé, ces OK. 2 proches, copines qu'elle s'était faites à la maison de naissance ont été transférées le mois dernier, et elle a accouché à la maison de naissance, voilà et elle faisait du coup des photos de leurs 3 enfants et à un moment, elle nous a envoyé une photo de ses 3 enfants en nous disant, «Devinez qui est né, à la maison de naissance» et je me disais à la fois: «C'est vrai que c'est marrant parce qu'on sait pas, en voyant Oui, un bébé, s'il est évidemment. né ou pas à la maison de naissance», mais je sentais qu'il y en avait pour certaines d'entre elles, celles qui avaient pu être transférées, où il y avait vraiment un truc genre: «Mon accouchement, il a moins de valeur Ouais, parce que c'est pas un bébé maison de naissance», tu vois? ça c'est sûr. Donc nous, maintenant, on a vraiment à cœur de travailler cette idée qu'à partir du moment où le suivi et l'accompagnement a eu lieu à la maison de naissance, on considère que c'est des bébés d'Oumaya, des bébés, de la maison de naissance et que la question est pas de savoir s'ils sont nés dans les locaux, à côté, Ou sur enfin, le parking. ou sur le parking ou avec une césarienne, enfin, en fait, on s'en fout, tu vois? L'important, c'est le suivi. Oui, oui et que tout le monde, aille bien et le vive bien, comme tu C'est dis, ça. finalement. Que ce soit pas un sentiment, d'échec, ou, finalement est-ce que j'ai le droit ou pas d'appartenir à une communauté sous prétexte que j'ai été, transféré pour une raison ou pour une autre? Surtout que sachant en général que quand on finit transféré, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui et que vaut mieux, en Oui, c'est fait, ça. être transféré et être à l'hôpital plutôt Après, que c'est sûr que c'est dur, On parlait du sentiment, d'injustice et du coup, ça peut y faire écho. Certaines personnes perçoivent les maisons de naissance comme parfois des espaces, élitistes, qui sont accessibles à toutes celles et ceux qui disposent des bonnes informations, des bons codes ou encore de moyens financiers pour se le permettre. Comment est-ce que toi tu vois cette critique et qu'est-ce qu'elle dit selon toi du système de périnatalité aujourd'hui? alors il y a la réalité de ce que j'aimerais que ça soit et la réalité de ce que j'observe et de ce que ça est. En fait, en effet, pour savoir que les maisons de naissance existent,
ça nécessite de s'informer sur les possibilités et d'avoir le temps et la ressource pour le faire et pour aller chercher des informations qui vont proposer les différentes options. La maison de naissance, c'est une option en France, mais qui est vraiment très minoritaire, qui n'est pas partout. Et donc, il y a plein de femmes qui viennent me voir, par exemple, au cabinet, qui habitent à Castres. La maison de naissance, elle est quand même ouverte depuis 2017, qui ne savent pas que ça existe. Et qui, des fois, je me dis, mais c'est marrant, j'ai pas l'impression que ça soit un problème de niveau socio-économique, parce que ça peut être des femmes CSP+, qui vont faire des métiers de cadre, d'ingénieur, mais qui n'ont pas eu l'information. Ça peut être aussi parfois des femmes, quand elles me racontent leur projet, où je me dis, mais c'est en fait un accouchement physiologique dont elles ont envie. Ça pourrait tout à fait coller avec la maison de naissance. Mais quand je vais leur en parler, elles vont pas être rassurées par le fait que ça soit une alternative. Par le fait que ça soit pas l'endroit où tout le monde va. Pour elles, il y a quelque chose de rassurant d'aller là où tout le monde va et faire quelque chose de différent. Ça semble pas sécuritaire. Ouais. Et même en prenant le temps de creuser ça un peu, je vois bien que c'est pas leur envie, quoi. Ouais. Ce qui est pas facile, ça, en face, hein, parce Oui. que je sais que ça pourrait leur permettre de vivre la naissance dont elles ont envie et que j'ai aussi la notion que peut-être là où elles se dirigent, c'est pas l'endroit où ça va être le plus favorable et où les conditions vont être le plus réunies à l'hôpital pour les accompagner vers ça. Je me permets, avant que tu cites les autres exemples, est-ce que tu penses que c'est plus lié à des aspects culturels dans le sens où elles veulent rester dans un cadre dans lequel elles ont été élevées et ce qu'elles connaissent du coup encore aujourd'hui de leurs amis ou des récits de leur quotidien? Ou est-ce que tu penses que c'est plus lié à la peur de la stigmatisation de leur contexte actuel de vie justement? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y en a en effet un certain nombre pour lesquels l'inconnu, c'est inquiétant. Ok, Et donc aller dans les sentiers battus, c'est rassurant, voire même c'est une forme de réalisation. Je suis enceinte, donc j'accède à la possibilité d'être suivie à l'hôpital et d'accoucher à l'hôpital. ouais. Ça me donne ce statut de patiente des services d'obstétrique, de femme Ok, qui ok, rentre à l'hôpital, qui a son bracelet, sa blouse. Ça me rentre dans une certaine norme qui est sécurisante. je comprends. Et on est quand même les héritières d'une histoire où elle est accouchée à l'hôpital. Si on discute un peu avec nos grands-mères, qui ont eu un basculement souvent sur leur grossesse, les premières à la maison et puis ça a basculé à l'hôpital. L'hôpital, c'était la sécurité, ça a diminué drastiquement la mortalité Évidemment. materno-infantile. Et donc ça reste là de se dire, ah, je vais aller à l'endroit où ça a sauvé des vies Bien et sûr. ça a permis à des femmes de beaucoup mieux vivre la naissance. Et puis là-dedans, quand même, la péri, qui a aussi été une Oui. bascule et qui est vécue pour beaucoup de femmes comme un acquis. Et quand on leur présente le projet de la maison de naissance, elles peuvent trouver ça chouette. Puis quand on dit il n'y a pas la péri, là, c'est balayé d'un revers de main, quoi. Oui, et ça pour le coup, c'est plus la génération de nos mères Voilà, qui ont eu c'est la peut-être leur génération en dessous. Mais je veux dire, c'est tout notre héritage. Ouais, Ça, ouais, on tout en à arrive fait, là mais tout ça, avec c'est ça. ancré et Oui. c'est encore très récent, en fait. Et puis, t'as d'autres femmes, et là je vais peut-être plus parler de femmes qui sont en situation d'expatriation, pour qui avoir accès à l'hôpital de façon gratuite, enfin Facile. dans le sens facile et qui ne demande pas de débourser une grosse somme et qui délivre des soins de qualité à tout le monde, c'est une grosse sécurité parce que c'est pas forcément le cas dans le pays dans lequel elles viennent. Oui. Et donc, choisir d'aller dans une structure en dehors de l'hôpital où il n'y a pas de docteur, c'est pas sécurisant. Oui, je comprends. Et donc, c'est pas forcément la stigmatisation, mais c'est plus que c'est pas pour elles le lieu où elles vont se sentir en sécurité. Parce que ces lieux-là, alternatifs à l'hôpital, c'est plus un choix par défaut jusqu'ici, dans ce qu'elles ont pu connaître dans leur Ouais. culture. Oui. Et donc, elles vont pas là, Finalement, en c'est fait, bizarre de pas profiter Ouais, c'est de ce luxe. l'opportunité qu'elles ont Ouais. d'aller. d'aller à l'hôpital. Oui, quand je parlais de stigmatisation, je pensais, notamment tu citais, tu vois, des niveaux d'études un peu élevés, de se dire: «Est-ce que si moi, à un moment donné, je vais pas être stigmatisée, tu sais, alors que j'ai un certain niveau d'études, un certain niveau culturel et cetera». Toi, tu perçois, tu vois, en tant que sage-femme que peut-être, en fait, c'est ce dont elle a besoin, ça la fait pas forcément basculer dans la Mmh. catégorie, des 68 arts, ou de je ne sais pas, quelle, sorcellerie. Mais pourtant peut-être que voilà, moi c'était plus, aussi là-dedans, tu vois, que j'allais chercher la stigmatisation, de me dire: «Est-ce que ça peut être, des situations que vous ressentez, pressentez justement dans certains suivis?» Je pense que c'est là, mais que c'est pas forcément formulé. Parce que dans ce cas-là, ces personnes, soit elles viennent pas jusqu'à visiter, et moi je les vois au cabinet, OK, à un entretien prénatal précoce, je leur présente les options, je leur parle de la maison de naissance et j'essaye de le faire rapidement pour pas que ça se transforme
cette consultation en présentation de la maison de naissance, ce qui n'est pas le sujet, mais d'une façon où, si ça les intéresse, je leur donne les pistes du site internet, d'aller regarder les vidéos de témoignages OK. des personnes qui ont été suivies là-bas pour qu'elles puissent se faire leur avis et se dire peut-être je vais aller visiter. Et souvent, je leur repose la question la fois d'après, de leur dire ok, est-ce que vous avez pu réfléchir ou est-ce que vous aviez envie d'aller donner naissance? Des fois, elles prennent un peu le temps de me donner 2-3 billes pour comprendre leur choix. Des fois pas. Et ça peut être ça. Mais rarement on dit j'ai peur que on me regarde mal si je vais faire ce truc-là. Tu vois? Oui. C'est pas une réponse qu'on formule en Ah fait. ouais? C'est intéressant. Moi, je pensais parce que, par exemple, des fois, c'est l'environnement, les parents qui sont pas d'accord. Je me demandais à quel point vous avez des patients qui, finalement, décident de ne pas être suivis parce que, justement, le regard des autres, ou des parents inquiets au-dessus, enfin, du coup, des grands-parents de l'enfant à naître qui sont inquiets et qui, du coup, font qu'à un moment donné, les gens s'auto-excluent parce qu'ils sont perdus dans leur choix et que, du coup, la majorité l'a emporté autour d'eux, quoi. Après, ce que moi j'ai en mémoire, plutôt des situations dans l'autre sens. Où la personne qui l'a accompagnée pour aller visiter la maison de naissance, c'était sa mère, post 68 ans en effet, qui lui a dit: «C'est super ici, accouche ici». Ouais. Et qu'en fait elle a dit: «Bah non, moi ça me flippe comme endroit». Parce que ça ressemble trop à sa mère. Ah oui, mais ça après, ça va chercher encore Chacun d'autres ses choses. Oui, problématiques, oui. mais tout à fait, mais du Mais coup, c'est intéressant, c'est intéressant. en fait, en effet, on sait que quand on choisit la maison de naissance, on choisit pas, l'accompagnement le plus commun et que ça va générer des discussions avec l'entourage pour, les rassurer, en général, sur le fait qu'on n'a pas choisi, un truc complètement, déconnecté du réel et qu'on n'est pas en train de prendre des risques inconsidérés. Des fois, les femmes, elles ont quand même c'est plus souvent, elles en sont intimement persuadées, elles, qu'aller à la maison de naissance, c'est prendre des risques inconsidérés. Plus que Mmh. leur entourage et du coup, elles commencent à réfléchir. Si dans le cheminement, tu dois beaucoup détricoter pour te dire: «Ah non, mais ça va, c'est un chouette endroit, on Ah prend pas oui. des risques inconsidérés», ça va te prendre plus qu'une grossesse souvent pour ça. Après, il y a des gens qui doivent cheminer et revenir pour un autre enfant aussi. Ah carrément, d'avoir vécu l'expérience des fois Aussi. d'une première grossesse, de l'hôpital. D'ailleurs, elles le disent, il y en a un certain nombre, elles vont visiter, puis elles reviennent me voir, puis elles me disent: «Pas pour un premier accouchement». Ouais. Ou leur médecin, des fois, leur a dit ça aussi. Ouais. Pour pouvoir choisir la maison de naissance, il faut savoir que ça existe. Or, l'information, elle n'est pas partout si on cherche pas, par défaut. Moi, quand je pose la question où est-ce que vous voulez accoucher, la majorité des femmes au cabinet vont me dire à l'hôpital, pourquoi? Oui, Du coup, évidemment. pour savoir que la maison de naissance existe, faut avoir accès à cette information là, que quand on le délivre, il y a forcément une partie de comment on délivre cette info et d'aller visiter et de pouvoir se faire une image, de pouvoir en effet plus ou moins se détacher des craintes et des projections qu'il peut y avoir de la famille autour ou de celles que nous on peut avoir de notre histoire. Et tout ça, ça nécessite un certain niveau intellectuel et culturel pour cheminer là-dedans. Et puis vous parliez tout à l'heure aussi du tarif et de la disponibilité. Nous, à la maison de naissance, on demande une participation à l'accompagnement global qui est de 300 € pour l'ensemble de la grossesse et des consultations et de la naissance, sachant que cette participation, elle peut être prise en charge par une caisse de solidarité. Donc c'est pas obligatoire que les familles versent 300 € s'ils ne les ont pas, ils peuvent en verser qu'une partie ou le verser en plusieurs fois. En tout cas, c'est un montant qui est nécessaire pour que nous on fonctionne. Oui. Donc on veut pas que ça soit un frein. En attendant, quand les gens apprennent qu'il est nécessaire d'adhérer d'abord à l'association Noumaya à hauteur de 100 € pour l'ensemble du suivi, puis que dans la grossesse, on va leur demander 300 €, donc un total de 400 € à débourser pour le suivi, ça peut être un frein. Même si on leur dit: «Vous pouvez faire appel à la caisse de solidarité», on peut ne pas avoir envie, en fait, de se retrouver à demander que Oui. ça soit pris en charge. Donc ça, c'est sûr que, malheureusement, sortir des tarifs remboursés par la sécurité sociale, c'est, un facteur d'exclusion, mais nous, on n'a pas de choix pour fonctionner. Ouais. Justement, tu parlais de l'accessibilité à l'information, en tout cas que l'information sur tous les lieux d'accouchement soit, dispensée aux gens et c'est pas toujours, le cas. Quand on regarde, ce qui se fait dans d'autres pays européens ou francophones, les maisons de naissance, comme on en parlait notamment pendant ton parcours, elles semblent souvent plus intégrées au système de soins et plus accessibles. C'est quelque chose qu'on a entendu à plusieurs reprises, même au Canada, enfin dans plusieurs, pays autres que la France. Qu'est-ce qui, selon toi, freine, cette ouverture en France? Je pense que le fait que l'expérimentation des maisons de naissance, elle soit récente, ça induit qu'un certain nombre de professionnels installés, ils n'ont pas l'habitude et Mmh. voire même la notion que ça existe et que, pour l'instant, malheureusement, les maisons de naissance, elles peuvent encore, auprès d'un certain nombre, avoir mauvaise presse. Mmh.
Ça, c'est une première chose. Très concrètement, dans mon exercice ici à Castres, on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre de professionnels qui ne parlent pas des maisons de naissance comme lieu de suivi. Parce qu'en fait, moi, en libéral, là, j'ai eu ça pas mal cette année et ça n'a pas été très simple à vivre en tant que sage-femme libérale au cabinet. Donc, c'était intéressant à observer parce que les autres collègues, c'est la même chose dans le secteur. J'ai des patientes que je suis depuis quelques années, éventuellement pour déjà des grossesses précédentes ou de la gynéco, qui tombent enceintes, à qui je parle de la maison de naissance, qui disent « Ah ouais, bon, je vais aller voir », qui vont voir, et hop, qui basculent en suivi maison de naissance. Fin de l'histoire. Je ne les revois plus, elles sont suivies par mes collègues qui sont sages-femmes référentes à la maison de naissance, et éventuellement, je les revois en tant que sage-femme libérale, je veux dire, parce que je les croise à la maison de naissance, mais vu que c'est pas moi sur la période qui suis sage-femme référente, je vais pas les voir à ce moment-là. Je les renvoie pour leur rééducation du périnée. Ouais. Des fois pas, mais elles restent avec mes collègues sages-femmes référentes pour la rééducation. J'avoue que ça m'avait envie de comprendre pourquoi il y a des collègues sages-femmes qui peuvent ne pas parler de la maison de naissance, parce que ça leur fait, alors parlons en tant que businesswoman, perdre de la patientèle et donc du revenu, mais aussi, plus humainement, perdre le lien qu'il y avait avec ces femmes-là et qui était créé et qui était peut-être chouette et qu'on avait envie d'accompagner sur cette grossesse parce que c'est des moments de vie qui sont forts et qu'on n'est pas sage-femme pour rien. Du coup, malheureusement, je pense que la beauté de l'accompagnement global en maison de naissance fait aussi que ça ne peut nous desservir sur le fait de présenter les maisons de naissance à un certain nombre de femmes. Mais le plus important restant qu'elles aient choix du lieu de naissance et qu'elles aient l'accompagnement qui est le plus juste pour elles et la façon d'accueillir leur enfant qui est le plus juste pour eux, fait que tant mieux en fait qu'ils aillent à la maison de naissance au-delà de mes considérations à moi en tant que sage-femme libérale dans mon cabinet. Mais j'entends qu'il y ait du coup des collègues qui fassent pas cette info-là. Après, il y a des endroits où c'est fait. On travaille de plus en plus à ce que les maisons de naissance, elles soient connues. Par exemple, on a demandé à l'ordre des sages-femmes du département de faire une cartographie avec les différents lieux de naissance pour qu'on sache que la maison de naissance, c'est une option parmi les autres maternités. Pareil au niveau du réseau périnatal de la région, pour que, en fait, sur les sites officiels, ça soit présenté comme un lieu comme un autre. Oui. C'est un peu le but aussi de notre podcast, c'est de déconstruire certaines choses aussi et que les gens prennent conscience. Et c'est pour ça aussi qu'on invite des médecins, enfin qu'on invite des gens aussi extérieurs aux maisons de naissance pour essayer de faire du lien entre tous ces systèmes aussi. Il me semble d'ailleurs que au niveau du collectif national, il y a aussi un travail de demande à ce que ça apparaisse dans les plaquettes ou les documents, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais qui sont envoyés de manière quasi systématique aux femmes une fois qu'elles ont fait la déclaration au niveau de la Sécu. Et il me semble que dans ces documents actuellement, la maison de naissance ne fait pas partie des propositions de soins et que, dans le sens de ce que tu viens de dire, ce n'est qu'une parenthèse, mais ça fait aussi partie du travail actuel, finalement, que ce soit, j'allais dire banalisé, en tout cas mis parmi les choix, pas comme quelque chose d'à part ou d'alternatif. Et c'est en effet tout le travail en le mettant sur des cartographies de l'ordre ou de la région, que ça soit présenté à la même hauteur, on va dire, Oui. que Ouais. les naissances. Nous, on avait trouvé ça intéressant dans un épisode où on avait une invitée qui nous avait parlé du fait que c'était la PMI qui lui avait parlé de ce type de suivi, quoi. Alors, c'était à La Réunion et du coup, quand on est dans les dom-toms, il y a souvent pas tout à fait les mêmes cultures qui se jouent, mais en tout cas, c'était intéressant et on avait été choqués, je me souviens à l'époque. On s'était dit: «Ah bon? Super, c'est trop bien». Ouais, Mais c'est c'est trop vrai que c'est bien. intéressant, surtout la PMI, en fait, pour les fameuses questions dont on parlait puisque la PMI touche tout le monde et du coup, cette question élitiste pourrait aussi être réduite, quoi. Dans la même veine, en France, les critères d'admission en maison de naissance ont tendance à être assez stricts, peut-être un peu plus qu'ailleurs en Europe, comme on l'a pu le dire. Notamment, nous, on parle souvent de la proximité de la maison de naissance à l'hôpital, certaines dimensions, en tout cas, autour des maisons de naissance qui sont un peu plus réglementées. Comment tu expliques cette spécificité du cadre français et est-ce que tu penses qu'il pourrait évoluer vers un peu plus de souplesse? Je sais pas l'expliquer. Je pense que c'est une histoire de mettre ceinture et bretelles en termes de sécurité médicale, notamment en cas de transfert. Une des choses qui me frappe quand même, parce que j'ai une de mes camarades de promotion d'études en Belgique, aussi originaire de France, qui maintenant travaille en maison de naissance à Genève en Suisse, et d'autres qui travaillent en maison de naissance en Belgique, et donc avec qui j'échange. Et je vois bien les différences
dans l'approche du système de soins, déjà, à quel point les maisons de naissance sont inclus dans le paysage, à la fois sur les systèmes de remboursement par les mutuelles, enfin l'équivalent de la sécurité sociale là-bas, mais aussi sur l'implantation. Et un des trucs que j'ai du mal à m'expliquer, c'est pourquoi nos maisons de naissance en France, elles ont autant besoin d'être collées à l'hôpital. Pourquoi on ne peut pas géographiquement avoir un trottoir d'écart, être un peu plus loin dans la rue ou avoir un périmètre qui permettrait qu'on fonctionne différemment et sans diminuer la qualité des soins proposés. Mais voilà, ça c'est un vrai frein au développement des maisons de naissance, l'histoire de la localisation géographique. Et j'ai encore du mal à comprendre pourquoi ça a été si restrictif. Mais on avance petit à petit, ça fait pas longtemps qu'on a des maisons de naissance, ça Oui. va bouger doucement. La question qui a pu se poser parfois, oui, c'était en quoi les critères français surpassaient par exemple les critères européens, tu vois. Moi, il y a des fois une question qui peut être soulevée autour de ça, sachant que les critères européens sont pas basés sur rien non plus. Il y a des études, j'imagine plusieurs pays qui peuvent permettre de nourrir aussi ces informations. Et du coup, c'est quelque chose qui peut poser question et je me demandais ce que t'en pensais ou ce que t'en savais, toi. Honnêtement, pas grand-chose parce que je pense que je suis pas très au fait Ouais. des critères européens. Je sais qu'en France, on a des critères plus précis, mais je pense que c'est plus restrictif. Et je pense que c'est vraiment lié au fait qu'historiquement, on n'est pas vieilles, les maisons de naissance Oui, ici. je vois ce que tu veux dire. Et donc, on acquiert petit à petit plus De malléabilité, ouais. de largeur dans nos fonctionnements. Mmh. Mais du coup, je vais revenir sur un point, on en a un peu parlé pareil sur ton parcours et pour moi c'est peut-être, lié aussi en partie. Les études et la pratique des sages-femmes, aussi diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. Est-ce que tu penses que ces différences de formation ou de culture professionnelle influencent la façon dont les maisons de naissance fonctionnent et la place qu'elles occupent dans le paysage périnatal, français? Bah là, encore une fois, c'est difficile de répondre parce que comme on a peu de recul, Mmh. la majorité des sages-femmes ou des professionnels de santé, gynéco qu'exercent aujourd'hui sont pas devenus professionnels de santé avec des maisons de naissance dans leur Ouais. paysage, donc dans leur formation. Du coup, c'est en train d'être le cas pour les générations à venir. Et moi, je suis référente de l'accueil des stagiaires à la maison de naissance. On a beaucoup de demandes et c'est super intéressant en permanence d'accueillir des stagiaires, mais on voit aussi à quel point ça vient les bouleverser, les chahuter dans ce qu'on leur a appris sur le métier de sage-femme et à quel point c'est nécessaire de les accompagner pour que ça soit pas trop une perte de repères, en fait, Oui. et pour leur permettre après de continuer de développer leur identité professionnelle en étant enrichies de ce qu'elles ont vécu à la maison de naissance, mais en étant aussi en capacité de travailler tel qu'il le faut, tel que c'est fait en tout cas à l'hôpital. Du coup, forcément, pour d'autres pays européens, quand on se forme à être professionnel de santé dans le champ de l'obstétrique, les maisons de naissance, elles sont là. Donc la question, elle se pose pas en fait. On n'est Oui. pas en train de remettre en cause leur légitimité. Et les professionnels qui nous forment le font pas non plus, puisque ça fait des années et ça a toujours été là. Oui. C'est beaucoup plus fluide et je pense que ça, il y a que le temps qui permettra que ça fonctionne. Moi, ce qui m'interpelle malgré tout, dans ce cas très concret, c'est oui, elles sont récentes et donc en effet, il faut le temps que, culturellement et socialement, ça fasse un chemin. Mais du fait, des exemples, que ce soit, de pays voisins ou même, tout à l'heure, Capucine faisait référence au Canada, dont on a eu une invitée qui a bénéficié de ça là-bas. C'est des offres de soins qui sont vraiment très différentes. Mmh. Est-ce qu'il y avait pas moyen, et là je pose une question, j'attends pas de réponse, hein, on s'entend. Il y avait pas moyen de trouver peut-être un compromis pour, accueillir ça avec un peu plus de simplicité aussi? De se dire si ça fonctionne dans différents pays de différentes façons, parce que même Canada, Suisse, Belgique, il y Mmh. a des normes différentes, hein, variables. Je dis pas qu'il faut coller à un modèle plus qu'à un autre, mais dans cette idée de simplifier, l'arrivée de ce modèle, si le souhait est réel, est-ce que comme tu dis, finalement, ça se joue vraiment à un trottoir ou pas? On dit pas de mettre forcément une maison de naissance à 10 bornes si c'est trop, parce que c'est peut-être une trop grosse fracture culturelle, mais voilà, d'avoir, une souplesse comme ça parce que comme tu l'as dit à un moment donné, il y a aussi cette dimension où c'est vraiment un gros frein. Dans le cadre, d'un épisode où on avait, interviewé une sage-femme pour une maison de naissance en projet actuellement, toujours actuellement, au bout de tant d'années, les fameux critères de dire, si on est contraint à l'enceinte, alors ça nécessite des travaux. Ça nécessite éventuellement que du coup, l'équipe actuelle réduise Son espace. son espace au profit de quelque chose de nouveau et peut-être perçu comme concurrentiel.
ou alors un agrandissement et cetera. Des choses qui ont été notamment aussi évoquées quand on a eu, la chef de service, gynéco-obstétrique, de l'hôpital partenaire de la Casa de naissance à Aubagne, qui disait: «Mais pour nous, c'était OK de réduire cet espace pour accueillir ça». Mmh. Mais il faut tomber sur une chef de service comme ça, Mmh. qui croit en ça. C'est pour ça que je me questionne de ça, de me dire, est-ce qu'il y avait pas façon d'accueillir les choses Surtout différemment? quand on arrive après, on peut prendre l'exemple aussi. Oui, voilà, Mais c'est dans on ce a quand même sens-là un que problème en j'interroge ça, en France, fait. je trouve, de baser notre pratique sur des études franco-françaises. Et Pardon. c'est souvent ce qu'on nous oppose, en fait, quand nous, on arrive en disant: «Oui, mais voilà, ça fait des années qu'il y a des expériences, enfin, qu'il y a du recul et du coup, ils ont de l'expérience autour de l'accompagnement en maison de naissance dans tel autre pays», les pays que tu citais, le Canada, la Suisse, la Belgique et on voit ces résultats qui sont observés, et que du coup, typiquement sur la délivrance dirigée, l'administration d'ocytocine au moment de la naissance, on a des études qui ont été menées dans ces cadres-là. Et ces études, elles sont souvent balayées du revers de la main en disant: «Oui, mais c'est pas la France». Et ça, pour nous, c'est difficile à entendre parce qu'on est là, bah, en fait, c'est l'Europe. Et du coup, Oui, OK, je peux même entendre ça l'Allemagne ou quoi, hein. dans des études qui peuvent être menées aux États-Unis où en effet, le niveau global de santé de la population Oui, est pas le même. On va avoir beaucoup plus Bien de maladies sûr, cardiovasculaires ou bien sûr. d'obésité oui, ou quoi. Mais dans des pays Hein, européens, a bien sûr. priori, c'est assez proche. Mais c'est vraiment un argument sur lequel on bute souvent. ouais. OK. Or, tant qu'on n'a pas d'études françaises, mais comment peut-on avoir des études françaises avec des maisons de naissance si récentes? On commence à en avoir, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais Mais c'est compliqué. le chemin repart à zéro finalement. Alors qu'évidemment, quand on parle de la Suisse, de l'Allemagne ou quoi, on est sur, comme tu dis, quelque chose d'équivalent C'est en ça, termes de niveau ouais. de Mais comme tu le disais aussi, l'organisation du système de soins est pas le même. Donc du coup, oui. tout n'est pas exactement comparable en Mmh. effet et comme on parle d'evidence-based medicine, il faut des critères très précis pour avoir des analyses et du coup pour avoir des résultats qui soient transposables et donc là on Après, comme je disais aussi, voilà, on peut pas calquer, c'est une évidence, mmh, mais s'inspirer ou que ça fasse réfléchir. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est une question ouverte, ouais, hein, c'est pas Après, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur, le nombre de stagiaires. Tu me disais le fait que peut-être la nouvelle génération s'y intéresse plus et du coup, m'est venue la question de la taille d'une maison de naissance et de la taille de son équipe. Actuellement, il y a pas beaucoup de maisons de naissance. J'imagine qu'on va tendre à en avoir plus, j'espère. Mais je me demandais à quel point la taille justement de ces maisons de naissance et de ces équipes influençait, l'inclusivité, d'après toi? en fait, je pense qu'il y a en effet peut-être une taille critique avec un nombre de sages-femmes dans l'équipe qui va permettre, un suivi particulièrement individualisé, en prenant le temps et en allant là où en sont les personnes en face. Et qu'au-delà d'un certain nombre de sages-femmes et d'un certain nombre de familles accompagnées, on risque d'être obligé de rationaliser davantage la façon dont on Oui. travaille et donc peut-être de mettre un peu plus en place des protocoles. Qui dit protocole? Protocole, c'est pas un gros mot, hein, ça veut Mmh. pas dire forcément que c'est rigide, ça peut être un guide pour, savoir, comment on fonctionne et comment on s'organise. Mais, peut-être en effet, ce serait plus à risque, d'être, davantage excluant si on était plus nombreuses. Mais j'en suis pas sûre non plus parce que c'est aussi une philosophie de soins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reste dans, un suivi avec des sages-femmes qui sont les mêmes tout au long de la grossesse, qui nous connaissent bien, bah, tout est fait pour que Ouais. ça permette, l'individualisation des soins. Oui, c'est ce qu'on cite aussi depuis quelque temps là, en disant qu'en fait, nous, ce qu'on se rend compte dans tous nos interviews, ce qui compte, c'est le suivi global et le fait de connaître la personne qui va nous suivre, connaître la personne qui sera là le jour de l'accouchement et après aussi. C'est presque ce qui est le plus important et ce que retiennent les femmes, qu'elles aient accouché dans n'importe quel milieu d'ailleurs. Genre, on a des exemples en hôpitaux, enfin, où en fait les meilleures expériences qu'on nous rapporte des hôpitaux sont les expériences où justement il y a ce suivi global ou en tout cas quelque chose qui tend vers le suivi global, et c'est, hyper intéressant quoi. C'est pas tant nous, c'est ce qu'on disait, c'est pas tant la maison de naissance le lieu qui fait, aussi quoi. Ouais. maintenant qu'on a brassé tout ça et pour, arriver doucement à la conclusion de cet épisode, quel serait le message que tu aimerais, adresser aux femmes et aux couples qui ne rentrent pas dans ces fameux critères, quelle qu'en soit la raison, mais qui aspirent malgré tout à un accompagnement, physiologique et personnalisé? Il y a pas qu'à la maison de naissance qu'on peut avoir, un accompagnement, physiologique et une naissance physiologique et c'est pas parce qu'on a un motif de non-inclusion dans la maison de naissance qu'on est d'office condamné à
un suivi plus médicalisé et une naissance très médicalisée. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que ce serait trop binaire de voir les choses comme ça. Bien sûr. Il y a un éventail de possibilités entre les deux. Et donc, il est aussi possible de se préparer à la naissance, même en ayant une pathologie quelconque ou une raison quelconque qui fait qu'on n'a pas accès à une maison de naissance ou qu'on n'a pas de maison de naissance à côté de chez soi, pour accoucher de la façon qui soit la plus juste pour chacune, et de le faire dans les conditions qui nous sont proposées. En fait, les conditions, c'est le décor dans lequel ça va être, les gens qui sont autour et qui nous accompagnent. Oui. On sait que c'est essentiel, mais il y a moyen aussi de développer au sein d'un couple des ressources pour recréer ces conditions, quel que soit l'environnement dans lequel on est. Yes. Donc je dirais qu'au-delà de la maison de naissance, elle va favoriser un accompagnement et un espace qui le permettent, plus particulièrement, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible ailleurs. Et qu'en cherchant, par exemple, à être suivi et accompagné par des sages-femmes qui ont peut-être plus spécifiquement une sensibilité autour de l'accouchement physiologique, on va pouvoir développer des outils pour arriver dans le lieu de naissance qui pourra pas être la maison de naissance, qui sera celui où on rencontrera son enfant, en ayant déjà réfléchi à comment faire au mieux le projet qui nous ressemble. Oui, du coup, ça me fait penser à l'épisode qui va sortir la semaine prochaine et qui parle justement particulièrement de cette dimension d'une femme qui a accouché dans un autre contexte, mais qui a pu recréer tout un univers pour accoucher de manière le plus physiologique possible, quoi. Oui, sachant que son souhait initial était un projet maison de naissance. Oui. Et je trouve ça pertinent ce que tu dis, dans le sens où ce n'est pas qu'en maison de naissance que des sages-femmes sont sensibles à l'accouchement physiologique, Oui, etc. non, Donc c'est on peut sûr. trouver Ça aussi des aussi. ressources chez des professionnels spécialisés de l'accouchement, même hors maison de naissance. Et on a d'ailleurs d'autres épisodes qui en parlent aussi. Oui, tout à fait. Là, pour le coup, il faut aller taper le mot-clé dans la barre de recherche de notre site. Et enfin, pour conclure, je vais te poser la question que je pose à toutes nos invités, qui est: est-ce que tu aurais une astuce à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se diriger ou avoir un projet d'accouchement physiologique? Je pense que c'est important de bien s'entourer. C'est exactement ce qu'on disait aussi pour le postpartum, Ouais. mais c'est essentiel pour la grossesse, qu'on soit parti pour donner naissance en maison de naissance ou pas. La rencontre avec les professionnels qui vont vous accompagner, qu'ils soient sages-femmes professionnelles de la périnatalité ou même d'autres parents avec qui vous échangez, c'est de se nourrir des échanges, des écoutes comme ce podcast, des lectures qu'on peut avoir ou des contenus, des consultations et des rendez-vous qu'on a avec la sage-femme. C'est-à-dire que ça vaut le coup de prendre le temps de chercher un bon professionnel avec qui ça passe bien et où vous sentez que vous ressortez des rendez-vous en ayant été nourri des échanges que vous avez eus avec et en ayant eu une réelle écoute et un accompagnement qui vous a fait ressortir en étant un peu plus loin que là où vous étiez en rentrant dans le rendez-vous, dans la Ouais. mesure où c'est possible. Mais en attendant, vraiment, chercher les bons professionnels, ça peut nécessiter de faire de la route, ça peut être fatigant parce qu'on a la flemme de multiplier les rendez-vous, mais c'est Ça vaut le vraiment, coup. ça vaut le coup. Mais ça aussi, notamment, ce que disait Christine, ça aussi, c'est un peu le contenu de comment l'invité de la semaine prochaine s'y est pris pour arriver à retrouver tout ça. Merci en tout cas beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et de nous avoir partagé ton regard sur cette question qui est si importante, en tout cas qui nous tenait vraiment à cœur. Tout ce que tu as pu dire jusqu'à maintenant nous permet de mieux comprendre toute la complexité de ce que c'est l'inclusion et par conséquent tout ce qui peut aussi exclure les gens de ce parcours en maison de naissance. La balance entre l'accompagnement humain et le cadre médical qui peut parfois être contraignant. En tout cas, c'est en écoutant tous ces points de vue et en ouvrant la discussion, en posant toutes ces questions, que peut-être on peut imaginer que les lieux de naissance soient de plus en plus bienveillants, adaptés, toujours plus accessibles au plus grand nombre. C'est tout ce qu'on souhaite. Et évidemment, comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou un like sur la plateforme d'écoute où vous nous écoutez et éventuellement sur YouTube. C'est ce qui nous aide à faire vivre le plus de témoignages comme ça, le podcast, et aussi donner à notre échelle un coup de pouce à toutes les maisons de naissance. Merci encore Bleuhen, au revoir. Merci. Au revoir, Bleuhen. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses.
Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.